Bonjour, bienvenue à tous à cette deuxième capsule de la Société d'Histoire où nous parlerons de la vie économique des débuts de la ville d'Amos. La forêt disparaît, les berges sont aménagées, des édifices sont érigés, le paysage urbain devient une réalité. Le premier ministre Lomer Gouin confie en 1912 à Hector Authier la responsabilité d'orchestrer le développement de l'Abitibi en le nommant agent des terres. L'énorme potentiel forestier, agricole et minier du territoire, il n'est donc pas difficile de faire venir des leaders visionnaires et désireux de doter rapidement Amos de tous les services nécessaires à la communauté. La ville devient le centre de distribution commerciale et de ravitaillement pour les villages voisins. Dès le début de l'histoire d'Amos, la foresterie et la colonisation sont indissociables. L'Abitibi, c'est du bois d'un bout à l'autre. De plus, la rivière Aricana et le chemin de fer sont les voies de transport par excellence. Enfin, les colons auxquels on octroie un lot pour l'agriculture se font avant tout donner une parcelle de forêt qu'ils doivent défricher. De plus, le bois est souvent acheminé par les cours d'eau jusqu'aux scieries et par la suite, une fois le bois transformé, la matière est transportée par train et plus tard par camion vers les grands centres au sud. Dès 1912, les scieries s'implantent le long de la rivière. D'abord, celle de Napoléon Paquette et ses fils voient le jour. Frank Blais reprend l'entreprise en 1914. En 1913, c'est au tour de Philippe Massicotte et de Charles-Édouard Marchand de bâtir leur propre entreprise. Elle sera rachetée en 1919 par des actionnaires ontariens et change de nom pour devenir la Compagnie des Bois du Nord Limitée. En 1915, Imre Sicard, entrepreneur général, fait une incursion dans le domaine de la transformation du bois en construisant sa propre scierie. L'année 1917 marque le début de la construction de la scierie P. Beauchemin et Fils. En 1936, Edmond Carrière rachète le bâtiment pour l'annexer à sa propre entreprise, la Carrière Lumber. Le nombre de scieries dans la ville d'Amos démontre la demande pour la transformation des arbres durement abattus sur les terres agricoles. Cependant, avec les années, les activités forestières se sont amoindries, dues principalement aux difficultés économiques. Les scieries ferment ou sont reprises par de nouveaux joueurs. Amos est et demeure le pôle d'approvisionnement en marchandises et services pour les villages avoisinants. Il faut d'abord mentionner les marchands généraux. Tout commence avec Maurice Bénard, A.A. Drouin et Ivanhoe Frigon Jr. Leurs marchandises étaient variées, mais c'est surtout parce que justement, on y trouvait un peu de tout qui en faisait un endroit de choix pour aller magasiner. Ces pionniers n'ont été que le point de départ pour l'expansion commerciale de la ville. Cordonnerie, ferronnerie, lingerie, modistes, magasins de vêtements pour femmes, mercerie, tailleurs, magasins de chaussures, barbiers, fleuristes, bijouterie sont là pour agrémenter le quotidien. Il ne faut pas oublier les épiceries. Amos en a compté quelques-unes, dont celle de Joseph-Philippe Houd, de J.P. Tétrault et de Gontran-Achille Brunet. Bien sûr, les boulangeries ne doivent pas être mises sous silence, dont celle du Café Radio et la boulangerie G.A.30. Pour le régal des jeunes et moins jeunes, il ne faut pas oublier les vendeurs de crème glacée molle, dont celle de Madame Gélina. Enfin, il ne faut pas oublier le bureau de poste, la Banque nationale, la Caisse des jardins et les pharmacies Biguet et Dumont. La première avenue, étant l'artère commerciale de la ville, a connu bien des changements. Les commerces se sont succédés et les devantures ont changé, soit en raison de travaux, soit en raison d'un incendie. Mais la vocation de cette rue n'a pas changé au fil des ans. Les citoyens de la ville d'Amos ont besoin de répondre à certains besoins essentiels, dormir et manger. Bien que la ville comporte les maisons des villageois, il arrive que les gens soient de passage ou un nouveau citoyen dont aucun logement n'a encore été construit. De plus, il n'est pas obligatoire de manger de la nourriture maison tous les jours. Une sortie en ville pour faire une virée restaurant est aussi une possibilité. Voici une liste exhaustive. Restaurant chez Jacques, Café Régal, Café Amos, Restaurant Darvaux, Café Windsor, Café chez Henri, Restaurant Casino, Restaurant Jourdain, Café Paris, Café Parfait, le très populaire Café Radio, tenu par Raoul Arcan, un des pionniers d'Amos. De plus, pour répondre aux besoins des voyageurs et des nouveaux arrivants, il faut avoir des places pour les loger.
Pour cela, il y avait des hôtels et des immeubles à logement. Il y a l'hôtel transcontinental ou continental de 1922 à 1972, construit par Maurice Bénard et administré par sa mère, Marie Cantier, puis par son épouse, Berthe Fouché. Le Château Inn de 1928 à 1969, d'abord connu sous le nom d'Appartement des Rochers. L'Hôtel d'Amos de 1934 à 1988, qui succède l'Hôtel Windsor. L'Hôtel Relais de 1936 à 1999, qui fera place à l'accueil Harvey Bibeau. L'Hôtel Parfait de 1937 à 1990. L'Hôtel Queen de 1937 à aujourd'hui, qui a pris la place du magasin Le Bon Marché, construit par Ivanhoé Frigon en 1920. Enfin, les appartements Beauchemin construits en 1945. Bien que l'énumération qui vient d'être faite soit longue, il ne faut pas les oublier. Amos est devenu très vite autonome économiquement. Marchands, entrepreneurs et hommes d'affaires sont là pour développer la ville et en faire une municipalité prospère et accueillante. Merci à tous d'avoir été parmi nous pour cette deuxième capsule de la Société d'Histoire et je vous invite à regarder la troisième qui portera sur les mystères de la voûte. À bientôt!